laisse la parole. Merci beaucoup. D'accord. Bon, moi, je vais vous parler des éponges carnivores. Ce ne sont pas des plantes, ce sont des éponges, ce sont des animaux. Alors, des animaux, c'est normal que ce soit carnivore, mais pour les éponges, ça a quand même été une grosse surprise. Et je vais vous raconter un peu la façon dont ça se passe et aussi la façon dont on l'a découvert. Une éponge, c'est un animal multicellulaire qui est filtreur et qui se nourrit en filtrant de l'eau. L'eau rentre par des petits orifices sur le côté de l'éponge, circule dans un système aquifère de canaux et est filtrée par des cellules spéciales que je vais vous montrer par la suite. Là, cette éponge qui est proche des grosses éponges commerciales, l'éponge de toilette, mais un peu différentes quand même. On a mis en évidence le système, la circulation de l'eau par un colorant, la fluorécéine, qu'on a déposé sur les côtés et qui ressort par un grand orifice général exhalant. Et voilà comment se présente le schéma de l'éponge, d'une éponge en général. Il y a des pores sur les côtés, par où l'eau rentre, des canaux, et puis des petites chambres qu'on appelle les chambres conocytaires, formées par des cellules et qui font circuler l'eau. Et ces cellules ont une particularité, c'est qu'elles ont un flagelle qui fait circuler l'eau, et aussi ce flagelle est entouré par des microvillosités qui filtrent l'eau et qui recueillent les bactéries et les autres micro-organismes qui se trouvent dans l'eau. Ici, vous voyez, si vous voyez ma flèche, vous voyez euh, des bactéries qui ont été attrapées par ces microfilaments qui sont autour du flagelle du choanocyte. Une fois que l'eau a été filtrée, elle ressort épurée par des canaux exhalants et un oscule. Ces éponges, c'est le système général de toutes les éponges, sans exception ou presque, vous allez voir. Et il y a actuellement 9600 et quelques espèces qui sont connues dans le monde entier, principalement marins, en mer, mais aussi un peu dans les eaux douces et jusqu'aux plus grandes profondeurs marines. Ça fait partie de la décoration des fonds. Ici, vous voyez les tombants de Méditerranée qui sont superbes parce qu'il y a des gorgones, il y a du corail rouge, mais il y a aussi un élément décoratif, ce sont les éponges qui sont magnifiques et extrêmement variées. Bon, toutes ces 9000 et quelques espèces décrites sont des espèces qui filtrent l'eau et c'est en 1872 qu'un chercheur norvégien qui avait son propre bateau, il a réussi à faire des dragages à 500, un peu plus de 500 mètres et à recueillir des organismes, dragage à bras, bien entendu, hein, il faut lui tirer un grand coup de chapeau, et il avait ramassé des organismes dont cette espèce d'éponge très divisée, et il a dit c'est une éponge parce que les éléments du squelette que vous voyez ici à droite, ce sont des spicules siliceux qui sont caractéristiques des éponges et c'était des spicules d'éponge. Mais il a dit, mais quand même, d'abord, elle a une forme un peu bizarre, elle est ancrée dans la vase par des filaments, un rhizoïde, et puis elle est très divisée, et puis je n'arrive pas à voir le système aquifère. Il a cherché les canaux, il a cherché les chambres conocytaires, et il ne les a pas vues. Alors il a dit, c'est quand même, d'habitude on les voit, mais bon, je l'ai remontée de 500 mètres, elle a souffert, elle n'est pas en bon état, et il est probable que c'est ça qui s'est produit. Mais quand même, dans la drague, il y avait aussi des petits crustacés, des vers, et je remarquais qu'ils se sont collés sur les filaments découpés de cette éponge. Et je me demande si elle ne serait pas capable de se nourrir à partir de ça. Bon, et puis j'en ai resté là. Euh, ses collègues
zoologistes de l'époque, en 1872, c'était des gens très polis, hein. Ils étaient pas et ils ont ils ont été très polis avec lui. Ils ont dit: «Non, non, non, ça n'a pas passé, hein, c'est rien à faire». Bon, mais c'était en 1872. Or, 1872, c'est le début des campagnes du Challenger. Des Challenger, un bateau britannique qui a exploré les grands fonds marins pendant 4 ans. Et puis ensuite, heu, il y a eu des tas d'autres expéditions, la Princesse Alice, le Monaco, et puis les bathyscaphes, Cousteau. Ici, vous voyez la soucoupe plongeante Denise du commandant Cousteau, un ROV, heu, de l'Ifremer qui a pu plonger jusqu'à des profondeurs, et aussi, le bathyscaphe qui est descendu jusqu'à presque 10 000 mètres, et des chalutages qui ont été opérés jusqu'aux plus grandes profondeurs marines. Et tout ça, ça a remonté beaucoup d'organismes marins des, abyssaux. Et là-dedans, on a trouvé d'autres espèces de, qui ressemblaient beaucoup à celles de Michael Sarf, qui en avait appelé les Clavorisidés. Et en 1995, par exemple, il y en avait 75 espèces qu'on avait trouvées dans les grandes profondeurs, et toujours sans système acufère. Bon, et on disait c'est normal. Elles sont remontées de 8000 mètres. Il n'est pas question qu'elles aient encore un système aquifère fonctionnel. Les éponges, ça se réorganise assez vite quand même, et elles sont en mauvais état. C'est donc normal que ces cladorisidés n'aient pas de système aquifère. Bon, et sur ce, voilà que nous, à la station marine d'Andoum, on travaillait beaucoup sur les grottes sous-marines. Les grottes sous-marines, c'est très intéressant parce que il n'y a pas de lumière, donc pas de photosynthèse, donc on n'est pas gêné par ces saloperies d'algues et autres. Et il y a une faune assez particulière qui s'installe dans les grottes sous-marines, et en plus une faune qui des fois euh, euh, manifeste des phénomènes de remontée. Par exemple, le corail rouge qu'on trouve en Méditerranée, très beau à 40, 50, 60 mètres. On arrive à en trouver aussi beau, mais vers 20 mètres à l'intérieur de grottes, parce qu'il n'y a pas de lumière, l'eau est calme, il n'y a pas trop de vagues, et les conditions sont très bonnes pour ça. Donc, on travaillait beaucoup sur les grottes sous-marines, et il y a des vieux plongeurs qui nous ont dit, mais on connaît une grotte du côté de la Ciotat, pas loin de Marseille, où l'eau est tout le temps froide. Et on a dit, bon, et pourquoi? Et on est allé voir. Et voilà cette grotte qu'on a appelée la grotte des Trois Pépés. C'est une grotte qui est tout le temps froide parce qu'elle a un profil descendant. On rentre à 20 mètres, une quinzaine de mètres à peu près. Et ensuite, le fond de la grotte à 100 mètres est à 25 mètres de profondeur. Donc, en hiver, toute l'eau de la Méditerranée est froide, à 13 degrés environ. Et cette eau froide reste piégée par densité dans le fond de cette grotte. Ici, et en été, il reste cette différence. Ici, vous avez un enregistrement de la température au fond de la grotte, en rouge, et puis l'enregistrement dans la partie supérieure, où on voit que c'est très variable. En été, on peut avoir 21, et même maintenant, on dépasse les 25 souvent. Et puis, un coup de Mistral, on descend à 13, mais c'est très variable. Alors que ici, dans cette zone-là, on a toujours de l'eau à 13, 14 degrés, pas plus. C'est-à-dire, ça c'est très intéressant dans une grotte, dans cette grotte, parce que les grands fonds de la Méditerranée, à partir de 200, 300 mètres, on est à 13 degrés, qui est la profondeur de l'océan Atlantique à la hauteur de Gibraltar, 500 mètres. Donc on se trouve ici
en absence de lumière, en absence de renouvellement de l'eau et à une température de 13 degrés, dans les mêmes conditions qu'à quelques centaines de mètres de profondeur. Et ces centaines de mètres de profondeur se trouvent dans le canyon de Cassidène, qui se trouve à pas très loin de cette grotte, pas très loin de la côte, à peu près 2 kilomètres. Donc, on s'est dit, c'est intéressant parce qu'on peut avoir peut-être des organismes profonds dedans. Et effectivement, voilà, la première plongée qu'on a faite dans cette grotte, moi, j'ai eu un sentiment de fraîcheur. 13 degrés en plein été, c'est pas agréable pour un plongeur. Mais j'ai aussi vu une éponge blanche, cette éponge blanche que je ne connaissais pas. Bon, ça arrive souvent, hein, c'est pas grave. Mais donc, je l'ai ramassée en me disant, ça ressemble quand même à une Aliclona, qui est une éponge assez commune et difficile à déterminer. Bon, je la ramasse. Et le lendemain, au laboratoire, regarder les spicules très rapidement, par acquis de conscience. Et là, j'ai eu une émotion formidable. Figurez-vous que ces spicules, c'était des spicules d'éponges exactinélides. Or, les éponges exactinélides, c'est un groupe, c'est une classe d'éponges qui se trouve uniquement en profondeur, mais très répandue en profondeur. Pas beaucoup en Méditerranée parce qu'elle a un peu chaud, 13 degrés c'est trop chaud pour elle. Et apparemment, une hexatinélide avait réussi à s'installer à 20 mètres, 25 mètres dans cette grotte des Trois Pépés. Donc on se trouvait pratiquement dans un milieu, l'équivalent d'un milieu batial. Alors on a pas mal étudié, pas mal replongé dans cette grotte après, et on a trouvé cette autre éponge, beaucoup plus petite. Ça fait 3 cm maximum, hein, pédonculée, et avec des filaments. Et on s'est aperçu que c'était, d'après les spicules, c'était une Padorhizidae, c'est-à-dire la même famille que les éponges de Norvège trouvées par Michael Sars. Et là, on l'avait en bon état, sous la main, et on allait pouvoir voir comment était le système aquifère. Or, pas de système aquifère. Voilà, c'était cet animal. Ça fait, je vous dis, 3 centimètres, quelque chose comme ça. Bon, pas de système aquifère, donc comment est-ce qu'elle se nourrit? Alors, on a fait des expériences, bien entendu, in situ d'abord, puis en laboratoire, parce qu'on s'est aperçu qu'elle vivait très bien en laboratoire, mais in situ, on a donné des molécules organiques marquées pour voir si elle les absorbait. On a donné des microsphères fluorescentes, des cultures d'algues, etc. Et rien de tout ça ne marchait. On s'est donné beaucoup de mal là-dedans, avant de s'apercevoir d'ailleurs qu'on pouvait faire les expériences en aquarium, mais qu'en aquarium, ça ne marchait pas non plus. Et puis, on a trouvé que finalement, il y avait des exemplaires de cette espèce qui avaient des crustacés qui étaient collés dessus. Et en regardant bien, eh bien, on s'est aperçu que ces crustacés étaient finalement englobés par l'éponge. Voilà une mysidacée, c'est une crevette qui vit dans les grottes dans la journée, qui se réfugie dans les grottes dans la journée, qui sort le soir pour se nourrir à l'extérieur et qui rentre et qui donc fait des migrations très importantes à l'entrée de la grotte et qui est capable de se piéger dans les filaments de cette espèce. Et donc, on a montré qu'elle était carnivore. Et donc, on l'a publié dans Nature, naturellement, parce que c'était quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, voilà, les filaments de cette espèce sont couverts de petits spicules, de petits crochets, et ils agissent un peu comme du velcro. Et les filaments, les poils de tous des crustacés se prennent dedans et ne peuvent plus s'en dégager.
voilà une musilacée, une crevette de grotte, 15 minutes après sa capture et la voilà 16 heures après, elle a été englobée en partie. Voilà une image des filaments et des filaments qui sont couverts par ces petits spicules en silice. C'est des organites de silice qui sont caractéristiques des éponges. Ceux-là s'appellent des anisoquelles et on les trouve chez les cladorhizidae, mais chez d'autres espèces aussi, où ils servent à rien. Et là, ils servent à attraper les proies. Ensuite, il se pose un problème, c'est celui de la digestion. Bon, l'éponge est capable d'attraper des crustacés, d'attraper non seulement des crustacés, mais aussi des petits vers, tous les petits organismes qui ont des poils qui se prennent dans ce velcro sont susceptibles d'être attrapés. Et ensuite, il faut les digérer. Or, la digérer sans cavité digestive, il n'y a pas de cavité digestive, comment on fait? C'est un gros problème. Il y a beaucoup d'organismes, d'animaux qui arrivent à se nourrir à partir de proies comme ça. Par exemple, les polypes des coraux, mais il y a une cavité digestive, il y a un orifice. Et là, il n'y a pas d'orifice, il n'y a rien du tout. Donc, ce sont uniquement les cellules de l'éponge qui se mobilisent et qui vont phagocyter des petits fragments de la proie. Ici, vous voyez les yeux de cette pauvre mysidacée qui sont recouverts par un voile cellulaire et qui vont être digérés. Et voilà comment une succession, ici on a donné 2 mysidacées à cette espèce, Lycopodina, et 14 heures après, les proies sont capturées. Et puis, elles sont non seulement capturées, mais tous les filaments, même ceux qui n'ont pas touché la proie, ont compris qu'il y avait une, une proie à digérer et les cellules migrent vers la proie. Et ça, sans qu'il y ait de système nerveux, parce que j'ai oublié de vous dire, hein, les éponges n'ont pas de système nerveux et n'ont pas non plus même de neurones. Or, les cellules sont capables de sentir qu'il y a une proie et qu'il y a une aubaine et qu'elles foncent vers la proie pour venir phagocyter des fragments. Et ici, c'est 3 jours et demi après, il n'y a plus de filaments, même ceux qui n'avaient pas été en contact, leurs cellules sont ici, et y compris les cellules du pédoncule et de la base de fixation, tout ça, ça vient se nourrir ici. Et au bout de 5 jours, on a bien mangé et les filaments commencent à repousser en prévision de la prochaine proie, la prochaine capture. Et ici, c'est 8 jours, on rejette la carapace, qui est quand même pas très digestible, et les filaments sont prêts pour une nouvelle capture. Alors, si on fait des coupes histologiques là-dedans, on voit le crustacé, qui est mort, bien entendu, et qui a des muscles, qui a des organes, et puis l'éponge qui est ici, ces cellules qui migrent en émettant des pseudopodes et qui migrent vers la proie et qui en détachent des fragments et les phagocytent. Et voilà, en microscopie électronique, voilà un, un muscle de crustacé, de cellules de crustacé, une partie de crustacé, et les cellules de l'éponge qui, au bout de 2 jours, ont réussi à capturer, à phagocyter des fragments du crustacé. Ici, on voit quelques bactéries parce que les éponges ont beaucoup de bactéries symbiotes, ça fait partie du microbiote, et qui doivent servir à faciliter la digestion aussi. Et dans cette grotte, il y a beaucoup à manger. Il y a des essaims de mysidacées qui migrent, qui sortent le soir
pour aller se nourrir à l'extérieur et qui rentrent dans la journée, le matin, à l'aube, pour se mettre à l'abri. Et au passage, elles se font manger par cette éponge que nous avons appelée Lycopodina hypogea, qui... Alors, ça se passe, cette espèce-là, mais qu'en est-il de toutes les autres de la même famille, Cladorhizidae, qu'on connaissait dans les grandes profondeurs? Eh bien, on a vu que finalement, l'organisation était la même. On a en plus le fait qu'on a découvert que ces Cladorhizidae étaient carnivores, ça a incité les zoologistes à les regarder de plus près, parce que souvent, quand il y a un dragage profond à 2000 ou 3000 mètres, on peut croire que c'est bien étudié, mais pas toujours, pas toujours. Il y a des organismes comme les éponges que les gens ne s'intéressent pas trop, les zoologistes, tout le monde ne s'y intéresse pas. Il y a beaucoup de captures comme ça qui restent dans les bocaux de muséums, etc. Et une fois qu'on a su que les Cladorhizidae étaient carnivores, eh bien, il y a eu un vif intérêt et on s'est mis à découvrir beaucoup d'espèces dans les grands fonds et qui avaient la même organisation et où on a réussi à voir de temps en temps et qu'il y avait aussi des proies qui étaient en cours de digestion. En voilà une qui a été récoltée, par exemple, dans le Fidji, le bassin de Fidji, à presque 2000 mètres, et qui a été récoltée. Et puis on a vu, d'après les spicules, que c'était une espèce nouvelle, différente de l'Asbestopluma, des autres Asbestopluma, et avec ces spicules qui sont rangés sur les filaments pour capturer les proies, et d'autres spicules qui assurent le squelette interne, le squelette interne. Et actuellement, on connaît, voilà, celle de Michael Sars, voilà la nôtre, de la grotte des Trois Pépés, qu'on a retrouvée d'ailleurs en Méditerranée, hein, en profondeur. On a fini en bien cherchant, on l'a trouvée dans le canyon de Cassidaigne. Mais pour trouver ça dans un canyon avec un sous-marin d'observation, même muni de hublots très performant, c'est très difficile, hein. On en a vu une ou deux, mais bon, c'est par chance. Et on a différentes formes, en général arborescentes comme ça, ou avec un disque, des filaments. Voilà. Et puis, on a trouvé que finalement, il y avait un genre de ces éponges-là, le genre Chondrocladia, qui lui avait gardé un système aquifère. Ce système aquifère ne lui sert pas à se nourrir, ne lui sert pas à filtrer l'eau du moins, mais lui sert à gonfler ses sphères sur lesquelles sont disposées les spicules euh, qui vont capturer les proies. On a appelé ça un arbre à boules, un lampadaire, un ping-pong tree, et on en connaît un certain nombre maintenant de chondrocladia qui ont été découvertes. Et vous voyez ici un sous-marin qui récolte une chondrocladia en mer de Bering à 5000 mètres. Et une fois que c'est ramené sur le pont, eh les boules, le système aquifère ne fonctionne plus et les boules sont toutes racornies, mais elles ont des spicules qui permettent de capturer des proies. Et dans une chondrocladia qui a été découverte par mon collègue Reiswig, un collègue américain, euh, et qui a gagné un prix de beauté dans les grands fonds, ça existe. Hein, chaque année, on décerne un prix de beauté à au plus bel animal des grandes profondeurs.
Et celui-là, il vient de 3300 mètres, Monterrey Bay, et c'est une chondrocladia qui a un système aquifère qui lui permet de gonfler toute une série de boules et sur lequel Reiswig a pu trouver des proies en cours de digestion, et donc elle aussi carnivore. Voilà les spicules, différents spicules qui servent à capturer les proies. Vous voyez que c'est très, très divers et c'est ça qui permet de décrire, de distinguer et de la taxonomie de ces espèces-là. Et actuellement, on en connaît à peu près 250 espèces dans les grandes profondeurs. Il n'y a pas seulement dans la grotte électropépée, mais ça descend jusqu'à normal, ça descend jusqu'à 8800 mètres. Vous allez voir. Euh, En fait, c'est même une adaptation à la carnivorie qui semble être plus efficace que celle des éponges qui filtrent l'eau. À partir de 5 ou 6 mm, 7 mm à la rigueur chez les exactinélides, la filtration de l'eau, eh bien, ça devient quelque chose d'assez difficile. Il n'y a pas beaucoup de bactéries à 7000-8 mm. Il n'y a pas beaucoup de bactéries, l'eau est à 3-4 degrés, elle est assez visqueuse à cause de la pression. C'est pas très, il est plus rentable finalement de faire comme une araignée, de fabriquer un piège et d'attendre qu'il passe une proie. Et le maximum de profondeur connus chez les éponges, finalement, actuellement, c'est 8800 mètres. Et c'est une espèce qui s'appelle Asbestopluma occidentalis, qui a été trouvée en dragage dans les années 50 par des chercheurs soviétiques et qui ressemblait assez à celle de notre grotte. Et qui descend, c'est la championne de la profondeur, 8800 mètres, et certainement, elle est carnivore, mais on n'a pas vu en train de se manger, bien sûr, mais elle arrive à trouver une proie de temps en temps pour arriver à vivre jusqu'à cette profondeur-là. Et de plus, ces éponges sont très intéressantes parce que c'est un plan d'organisation qui est finalement très original chez les animaux. Chez les animaux, eh bien, on ne connaît pas d'autres animaux et qui soient macrophages, qui arrivent à manger les grosses proies sans avoir un tube digestif et qui fasse la digestion par action individuelle de cellules phagocytaires. C'est un modèle absolument unique et très intéressant. Et comme cette espèce est très facile à élever, on peut la garder en aquarium pourvu que ce soit notre Lycopodina hypogea. On peut la garder facilement en aquarium à condition qu'elle soit à l'obscurité, mais surtout qu'elle soit à 13 degrés. Mais dans un frigo, une cave à vin, quelque chose comme ça, on la garde pendant des années et même elle se reproduit très bien. On pourrait presque envisager comme on vend des plantes carnivores, de vendre des éponges carnivores. Jusqu'à présent, on ne s'est pas mis, mais ça pourrait venir. Et ça conduit à une redéfinition du type d'organisation éponge qui est basée sur l'individualité cellulaire plutôt que sur le système aquifère. Voilà, j'attends vos questions. Merci beaucoup. Alors, c'est parfait. Ouais, merci beaucoup, c'était ultra intéressant. Moi, j'ai plein de questions. Je sais pas ce que t'en penses, Arthur. Toi aussi. Non, mais vas-y, commence. Alors, attends, je vais nous remettre. Tu peux rallumer ta cam si tu veux, Arthur. Hop. Ouais. On peut arrêter. C'était très bref, hein. Il y a beaucoup plus de choses à dire, mais c'est vrai. C'était très J'attends vos bien. questions. C'était très très bien. Vous pouvez arrêter le partage d'écran. Je pense que moi, je peux faire arrêter de regarder. Oui, c'est bon. C'est bon comme ça. Je vais remettre l'affichage avec ma caméra ici, vous deux en haut, hop là, et normalement ça devrait être bon. Hop, je vais vous mettre ici, tac, Là, voilà, on est les gens reparti. dans la discussion, dans le live,
vont adorer. Hop, et je mets comme ça. Et en fait, on va remettre avec la discussion. Voilà, je vais remettre mon affichage et normalement, on est bon. C'est parfait. Donc il y a plein de gens qui disent merci sur le chat, hein. Passionnant, impressionnant. Merci, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci du partage. Ouais, effectivement, le sujet était vraiment inconnu pour moi et c'est ultra intéressant, quoi. Est-ce que vous avez quelques questions? Ouais, j'ai vu passer une première question à Arthur sur savoir quelle est votre profession et est-ce que vous êtes scientifique et pourquoi vous êtes allé chercher ces éponges? Euh, oui, moi, je suis chercheur au CNRS quand je suis. C'est à moi que ça pose la question, Oui, hein. oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui. Euh, Quand je suis arrivé dans mon laboratoire, entré dans mon laboratoire pour faire une thèse, je me suis mis à l'étude des éponges parce que dans ce laboratoire, le professeur Pérez et la station marine avaient envisagé de faire une cartographie des fonds marins de la région de Marseille. Et pour ça, il fallait inventorier les éponges et je me suis attaqué à l'étude de la taxonomie des éponges, de l'organisation et de leur différenciation. Voilà. Et je suis rentré au CNRS, j'ai fait une thèse, je suis rentré au CNRS D'accord. où je suis encore en Très tant bien. qu'émérite à la Alors, retraite. vous, Mais vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est le fait d'être émérite? le fait d'être émérite, quand on part à la retraite au CNRS et qu'on est directeur de recherche, on a le droit de demander un éméritat, c'est-à-dire de continuer à travailler pendant 5 ans sans être payé à la retraite, mais en ayant entré au laboratoire et pouvoir participer aux activités du laboratoire. D'accord. Et au bout de 5 ans, on peut redemander le renouvellement de cette autorisation. Et moi, je suis en mon quatrième renouvellement. D'accord. Voilà. Effectivement. C'est de la passion. Arthur, je te laisse un peu la parole. Est-ce que tu avais des questions? Moi, j'en ai noté quelques-unes, mais je vais te laisser un peu la parole. Ouais, je voulais juste. Moi, j'avais une question. Les éponges là que vous aviez trouvées, elles sont toutes en eau de mer. Est-ce que vous savez s'il y a des espèces carnivores ou non, mais qui existeraient en eau douce? Oui, je sais. Il y a des espèces en eau douce, mais absolument pas carnivores. Non, non. C'est un groupe assez différent, les spongilidés. Ça a des spicules différents. C'est des éponges silice, avec des spicules siliceux, parce qu'il y a des éponges avec des spicules calcaires. Là, en eau douce, il y a des éponges avec des spicules siliceux, et on en connaît pas mal. Et elles ont l'intérêt de fabriquer des gémules qui leur permettent de survivre en hiver et qui permettent de régénérer. C'est un matériel expérimental qui a été très, très utilisé chez les éponges d'eau douce. Mais Et, c'est et absolument pas carnivore. ça a Non, non. rien à voir avec les. C'est un peu rouillé ma taxonomie animale, hein, mais ça a rien à voir avec les espèces de polypes qu'on peut trouver en eau douce. Je sais que nous, on en avait Non. trouvé dans le lac Léman, mais Ouais. c'est pas des éponges, hein, du coup. Non, non, pas des éponges. Non, non. Ok, ok. Non, les éponges d'eau douce, c'est des masses assez informes ou des fois branchues et qui font, bon, qu'on trouve un peu partout, hein. Il y en a dans les milieux tropicaux, il y en a 3 ou 4 espèces en France, etc. Mais c'est pas du tout carnivore. Vas-y, David, je t'en prie. Attends, il y a une demande de monter un petit peu ton son parce que t'es peut-être. Ah oui, j'ai pas mis mon micro, Non, mais donc c'est moi. Attends, hop, je te mets à 100% et puis ça ira bien. Ok, c'est bon. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. Moi, j'en ai d'autres. Je voulais savoir si on sait combien de temps ça vit une éponge carnivore, celle que vous nous avez présentée là. Non, aucune On idée. sait pas du tout. Aucune idée. On sait simplement que, bon, celles qu'on a récoltées et qu'on a mis en aquarium, ben, elles vivent plusieurs années, hein, Ok. c'est sûr, et elles se reproduisent en aquarium, mais la durée de vie maximum, on ne connaît pas. Et comme c'est surtout principalement des espèces profondes, c'est difficile à savoir. Ok. Et ça se reproduit comment du coup?
Ça se reproduit par des larves, des spermatozoïdes, des D'accord. ovocytes et des larves. C'est vivipare. C'est Ok. vivipare. Là, d'ailleurs, il y a un problème aussi, c'est que d'ordinaire, chez les éponges normales, par exemple, les spermatozoïdes dérivent des chambres chronocytaires. Ce sont les choanocytes qui se transforment en spermatozoïdes et qui sont émis dans l'eau pour aller féconder une autre éponge qui, elle, fait des ovocytes. Et là, D'accord. comme il n'y a pas de système aquifère, eh bien, elle fabrique des spermatophores euh, qui migrent le long des filaments et qui sont émis, libérés au bout des filaments et qui vont féconder une autre éponge. Ok. C'est Alors, aussi un système ouais. particulier. Oui, oui, je vois ça. Il y a une question sur le fait de savoir si vous avez déjà plongé en sous-marin à plusieurs milliers de mètres à titre personnel. Oui, 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 oui. Mais à plusieurs centaines de mètres dans le canyon de Cassidaigne, devant Marseille, D'accord. j'ai plongé avec la soucoupe Cousteau. Et puis en Nouvelle-Calédonie, j'ai Ah plongé ouais. à 2000 ou 3000 mètres. Oui, Voilà. oui, mais j'aime mieux plonger en scaphandre. Hein, Faut pas être claustrophobe, hein, parce que. Ah, c'est ça. non, mais c'est plutôt que, bon, il y a des bras manipulateurs, il y a des caméras, mais on voit moins bien, quoi. Hein, c'est- Ouais. Ouais, je sais pas si vous avez vu sur le chat, mais il y a des vidéos comme ça qui sont prises dans les grandes profondeurs, un peu comme ça, avec des animaux super bizarres qui passent devant oui, les sous-marins d'exploration. Alors, je sais pas si c'est à peu près à la même profondeur ou pas, mais ça doit être quand même assez impressionnant, les bestioles qu'on peut voir là-bas. oui, c'est impressionnant, mais c'est un peu, c'est rare. Quoi. C'est c'est plus Ouais. rare que dans une grotte, finalement. Ouais, Je me demandais si on avait une donc, idée de la taille totale de la population de cette espèce. euh, non, non. Enfin, C'est dur. bon, on peut l'estimer, mais dans la grotte des 3 PP, il y a des zones de 1 mètre, 2 mètres carrés où il y a une grande population, il y en a beaucoup, et puis d'autres zones où il n'y en a pas, où il y en a pas. Ok. Mais on ne sait pas combien il peut y en avoir. Ça, Je sais pas exactement. Ok. mais quand on met un substrat artificiel, on a mis des panneaux, par exemple, pour voir quel était le cooling qui se faisait dans la grotte, Ok. elle s'installe très bien, quoi, hein, y compris sur les cordes. Ok. D'accord. Ouais, Je sais d'ailleurs, pas. Vas-y. en parlant de l'éponge là, que vous avez trouvée dans la grotte, comment on peut expliquer qu'elle soit arrivée là? Est-ce que Ah, oui, c'est une espèce qui est liée aux espèces plus des grands fonds qui seraient arrivées là quand le niveau de l'eau était oui, plus élevé ou pas forcément? non, c'est une espèce qui a réussi à coloniser la grotte à partir probablement du canyon de Cassidaigne qui est à 2-3 km de là et qui descend à 3000 mètres. Mais comment on ne sait absolument pas. On sait que la première que je vous ai montrée, avant la carnivore, l'Hexactinellide, qui a colonisé cette grotte, dans cette grotte, elle se reproduit sans arrêt. Elle a fait des larves sans arrêt. Ok. Donc, elle doit avoir des possibilités de colonisation assez bonnes. Et en hiver, ben, il est arrivé qu'elle colonise la grotte et après, elle se reproduit sur place. Mais euh, pour ça, il faudrait trouver des larves dans le plancton entre la grotte et le canyon de Cassidaigne. Et Hmm. il y a guère d'espoir. Hein. C'est très difficile. Ouais, ouais, C'est j'imagine. sûr. Je me Et demandais on moi sait s'il y qu'elle a, avait. Ouais. Allez-y. elle a colonisé d'autres grottes. Hein. Ah, d'accord. Lycopodina hypogea, on l'a trouvée dans une autre grotte où il y avait des conditions un peu pareilles de température froide. Et puis on l'a trouvée à 150-200 mètres en Italie en dragage. Il y a une Et, question sur le chat que j'allais poser justement. Où en est la recherche actuelle sur ces espèces carnivores et est-ce que ça intéresse les chercheurs actuellement? ah oui, 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 ça intéresse les chercheurs.
Nous, on a une collaboration avec des gens de Montpellier qui travaillent sur la biologie moléculaire, la cytologie, etc., pour voir comment voir le fonctionnement. Mais aussi, il y a pas mal de taxonomistes qui sont en train de décrire. Je vous ai dit, on en connaissait maintenant près de 223 espèces actuellement, mais on va passer à 250 très prochainement. Hein. En Ok. Australie, viennent sortir des gens qui ont travaillé en bragage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a des fonds de 3000 mètres là, et c'est plein d'éponges carnivores nouvelles. Et puis plus grandes que des espèces qui font 1 mètre, et beaucoup plus grandes, hein, Ok. qui atteignent des tailles supérieures. Mais les taxonomistes s'y intéressent beaucoup. Ouais, Eh ben, je trouve ça intéressant. C'est Jimmy, là, Net33, je crois, qui avait fait le commentaire qui disait que on aurait dit un peu des plantes carnivores dans l'apparence de certaines éponges carnivores, parce que c'est un peu une espèce de convergence un peu évolutive, quoi, l'espèce de filament un peu comme ça. Il y a des plantes carnivores qui ressemblent vachement à ça pour essayer d'attraper, en fait, enfin, de couvrir Ouais. un maximum de surface pour attraper un maximum d'insectes. Et là, c'est un peu le même effet chez les éponges carnivores. Mhm. Sauf que, Ouais. je sais, enfin, comment je sais pas si les gens ont compris dans le chat, mais enfin, moi, ça me paraît être un truc de fou, cette histoire que les cellules migrent d'un côté à Oui. l'autre ouais. de l'éponge pour aller, Oui. en fait, englober les proies qui ont été capturées. Mais du Oui. coup, les éponges, elles n'ont pas de cellules différenciées. C'est un peu tout des Si, cellules similaires. euh, oui, il y a des cellules différenciées, il y a des cellules qui servent à fabriquer les spicules, par exemple, mais il y a des cellules qui servent à fabriquer le collagène, etc. Euh, il y en a un certain nombre de fonctions, mais assez labiles. Elles arrivent à changer de fonction assez facilement, finalement. Et puis, surtout, il y a une masse d'archéocytes, de cellules indifférenciées, qui sont capables de se différencier en d'autres cellules et de partir pour recouvrir la proie et phagocyter des fragments de la proie. Incroyable. David, je sais pas si tu as une question, moi j'en ai encore une dernière si tu veux. Bah écoute, ouais, je me demandais avec quel outil on réalise les photos que vous nous avez montrées là. Les macros très poussés, j'allais dire. Eh bien, avec un microscope, hein, Ok, et puis le microscope à balayage. d'accord. Microscope à balayage et découpe en microscope à transmission. Voilà. D'accord. Euh, Euh, i- Ici, nous avons un microscope à transmission, électronique à transmission pour les cellules. ok, Voilà. très bien. Ici, c'est au Une... microscope optique. Alors il y a Voilà. une Et ça, question. et, Ouais, allez-y. et ça, c'est le microscope à balayage. Alors j'ai pas affiché le truc, Voilà. mais ok, bon, on voit une La question idée. de Jimmy est Vas-y, super intéressante. vas-y, je te laisse la poser, Arthur. Ah. Oui, il dit une idée de ce qui donne l'info aux cellules de migrer justement pour aller phagocyter les bestioles. Est-ce que vous avez trouvé ça? Eh bien non. Eh bien non. Non. Non, non, non. On n'a pas. On a des suppositions, mais c'est pas. On n'a rien de très précis. Ça reste. Ça reste à l'étude. On essaie, on cherche, mais bon, pour l'instant. Et Et ouais, les gens de Montpellier viennent de montrer que dans les filaments, il y a de la myosine. Ils ont mis en évidence de la myosine, donc il y a une possibilité de contraction. D'accord. Bon, mais on essaie d'aller plus loin, mais bon, euh, moi, je, moi, je fais plus ça. Hein, et à Montpellier, ils travaillent là-dessus, mais bon, c'est difficile. et parce que c'est des animaux qui sont vascularisés, enfin ils peuvent se transmettre de l'information par des vaisseaux, des choses comme ça ou... Non,
Non, Ouais. non, normalement, non, Ouais, d'accord. non, 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 non. On sait qu'une éponge qui filtre de l'eau et qui donc est relâchée quand les canaux sont ouverts, de temps en temps, ben, elle a bien mangé, elle se contracte pour rénover un peu les canaux et nettoyer tout ça. Mais comment ça se fait, ça, on ne le sait pas bien. On a des hypothèses, mais c'est des hypothèses. Le système nerveux manque, c'est sûr. C'est sûr, mais on arrive à se débrouiller sans. Ouais, moi Bon, j'ai bah, une parfait. dernière Ouais. question. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bon. Euh, ouais, si vous dites que vous arrivez à en garder en captivité et Oui, à les nourrir en captivité, est-ce que vous avez observé s'il y a un certain bénéfice en fait au nourrissage, si ça permet ouais. aux éponges de, bah, je sais pas, de se multiplier plus, de choses comme ça, et du coup, est-ce que, c'est un peu la même question, mais du coup, est-ce que le nourrissage est obligatoire ou pas, sachant que j'imagine c'est des bestioles qui ont un métabolisme pas très poussé, qui doivent pas Ah, avoir ouais, besoin d'énormément manger pour survivre, quoi. ouais. Non, des expériences qu'on a fait avec Montpellier, il y avait un bac dans lequel on a, on n'a pas donné à manger pendant un an. Mais tous les 2 mois, on change l'eau quand même, parce que bon, ça s'évapore, la salinité Mhm. augmente, et il se peut, ça n'a pas été une expérience très précise. On ne lui a pas donné physiquement à manger, mais en changeant l'eau, il se peut qu'il y ait des, des petits crustacés, des copépodes qui soient arrivés et qu'on ne se soit pas aperçu, quoi. Mais toujours est-il qu'il est certain qu'elles sont capables de jeûner pendant assez longtemps. Ça, Il y a une question encore dans le chat. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a trouvé des carnivores partout où il y a des éponges classiques ou est-ce que c'est rare? non, c'est en profondeur. C'est toujours, bon, il y a cette espèce qui vit dans la grotte, mais qui vit aussi à 200-300 mètres, Mhm. hein. Mais normalement, c'est en profondeur. C'est en dessous de 300 mètres, 200 mètres, 300 mètres, sauf peut-être en Antarctique, où l'eau est froide près de la surface. Mais c'est des éponges qui ne sont, sont relativement quand même peu fréquentes, mais et surtout en profondeur. Parfait. Arthur, est-ce que tu avais une dernière question peut-être? Donc ça y est, j'ai épuisé mon T'as stock. épuisé son stock, Et moi puis, aussi. Est-ce que sur le chat c'est bon pour vous? 21h50, et bah c'est parfait. Ça colle à peu près avec. je sais qu'il y a des gens qui, pour dire une bêtise, je sais qu'il y a des Ouais. gens qui disent que est-ce que les plantes carnivores c'est dangereux, est-ce qu'on peut Ah, se faire mordre. Naturellement, il y a eu beaucoup de dessins humoristiques qui ont ah montré oui. des plongeurs à qui il manquait une jambe, à qui on demandait c'est un requin à la Ciotat. Non, c'est une éponge à la Ciotat. Ah, Mais non, il n'y a aucun danger pour l'homme. il n'y a pas de danger. Bon, parfait. Bon, bah très bien. Merci au chat en tout cas pour les questions. J'espère que bah, vous avez apprécié le sujet, vous avez aimé cette conférence. Jean, merci beaucoup de vous être proposé. Ça nous a fait un petit sujet un petit peu en dehors de notre domaine de d'habitude et c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Donc merci beaucoup. Tout s'est bien passé techniquement. Tout s'est bien passé avec le PowerPoint. C'était très clair. Tout le monde a apprécié. Donc merci encore de votre Et, participation. Nous, on va... et, et merci de votre intérêt, parce que Merci beaucoup.